Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 2 de la classe de 4e. Donc ce DM était constitué de 3 exercices. Le premier exercice portait sur des pourcentages, donc appliquer un pourcentage de réduction et calculer le prix initial d'un article quand on connaît son prix soldé. Le deuxième exercice portait sur des comparaisons de vitesse, une exprimée en km/h et l'autre exprimée en mètres par seconde. Et le troisième exercice, donc, était un exercice qui portait sur du calcul littéral. En fait, l'application d'une formule de calcul littéral et ensuite un calcul de masse à partir de masse volumique. Alors, dans le premier exercice, donc, on s'intéressait à un magasin qui offre une remise fidélité de 30% à ses clients. Et on demandait donc si Lola appliquait cette remise de fidélité pour l'achat d'une paire de chaussures qui valait 95 €, donc à quel prix finalement elle paierait cette paire de chaussures. On doit donc calculer 30% de 95 €. Alors on a deux possibilités. Soit on utilise un tableau de proportionnalité. Tous les problèmes en lien avec des calculs de pourcentage sont des problèmes de proportionnalité. Dans ce cas, donc, dans le tableau de proportionnalité, on pourra mettre une ligne pour les prix, une ligne pour les pourcentages. Donc le prix de départ est de 95 €, ce qui représente 100% du prix, la totalité du prix. Et on cherche à calculer donc, le montant de la réduction, donc 30% du prix. Puisque c'est une situation de proportionnalité, on peut appliquer la méthode des produits en croix. On va donc calculer 30 fois 95 divisé par 100. Ou, pour en revenir donc à la deuxième méthode, on peut savoir appliquer directement un taux de pourcentage, calculer 30% de 95, ça revient à multiplier 95 par 30 et à le diviser par 100. Précisément le calcul qu'on fait avec ce tableau de proportionnalité. Donc 30 fois 95 divisé par 100, ça fait 28,5. Donc dans le cas qui nous intéresse, 28,50 €. Alors cependant, il ne faut surtout pas conclure que 28,50 €, ça va être le prix final des chaussures. 28,50 €, ça correspond à 30% du prix. Et ces 30%, c'est la réduction qui est accordée. On accorde une réduction de 30%, c'est-à-dire qu'on accorde une réduction de 28,50 €. Pour avoir le prix final des chaussures, il reste à calculer 95 € moins le montant de la réduction, donc les 28,50 €. Et quand on fait ce calcul, on trouve 66,50 €, ce qui signifie donc que la paire de chaussures est vendue 66,50 € si on bénéficie donc des 30% de réduction. Deuxième question de ce problème, on disait que Nathan a acheté un manteau dans ce magasin, il a bénéficié de la remise de 30%, et il a payé son manteau 76,30 €. Et on demandait donc quel était le prix initial du manteau avant qu'il ne bénéficie donc de cette réduction. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est réaugmenter le prix de 30%. On ne peut pas compenser une baisse de 30% par une augmentation de 30%. On l'a déjà vu au cours d'exercices précédents. Donc, puisque c'est un problème de proportionnalité, on va s'aider à nouveau d'un tableau de proportionnalité. Alors ici, au gré des corrections, en fait, j'ai vu un deuxième tableau de proportionnalité qui était très intéressant à utiliser pour résoudre ce problème. Je vais donc vous proposer le tableau classique avec le prix et le pourcentage, et puis le deuxième tableau de proportionnalité donc, qui a été proposé par un élève, et qui était vraiment une méthode très astucieuse pour résoudre l'exercice. Donc on dit dans l'énoncé que le manteau est vendu 76,30 € avec la réduction. Donc, ce qui est important, c'est de savoir interpréter ce 76,30 € au niveau des pourcentages. Le prix complet de l'article au départ, donc qui correspondait à 100% de son prix, on le représente donc par ce petit schéma. Et on accorde une réduction de 30%, c'est-à-dire que la partie assurée ici correspond à la réduction qui est accordée. Ce qui reste donc à payer, c'est cette partie-ci qui représente 76,30 €. Et ces 76,30 € sur le schéma représentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux, c'est-à-dire 70% du prix. Les 100% initiaux auxquels on a retiré donc 30% qui correspondent à la réduction. Et cette interprétation, ce 70%, c'était la clé pour résoudre l'exercice. À partir de là, pour rechercher le prix du manteau initial, ce qu'on recherche en fait, c'est 100% de son prix. On peut donc mettre 100 ici. Et appliquer la méthode des produits en croix. On va donc faire 76,30 fois 100 divisé par 70. Et on trouvait le prix du manteau initial, donc qui était de 109 €.
On peut aussi s'aider du schéma pour retrouver ce 109 €. 76,30 €, c'est représenté par 7 carreaux. Si on cherche la valeur de 1 carreau, on va diviser 76,30 € par 7, ce qui nous fait 10,90 €. Et ensuite, pour retrouver le prix du manteau, on multiplie par 10, puisqu'il y avait 10 carreaux au départ, et on retrouve 109 €. Et la deuxième façon de procéder, donc, qui a été proposée par un élève, donc il a utilisé un tableau de proportionnalité, mais au lieu d'y placer le prix et le pourcentage, et donc de risquer de se tromper sur le calcul de ce pourcentage, sur l'interprétation donc des 76,30 €. Donc ce qu'il a mis dans son tableau, c'est le prix initial et le prix réduit. Et très astucieusement, cet élève a réutilisé les informations donc, qui provenaient de la première question. Pour un prix initial de 95 €, le prix réduit était de 66,50 €. Et l'information qui nous est donnée ici, c'est que le prix réduit est de 76,30 €. Il a donc placé 76,30 € dans le tableau. Et ensuite, donc, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, il a appliqué un produit en croix. Donc 95 fois 76,30 divisé par 66,5. Et il a retrouvé 109. Et donc, quelle que soit la méthode choisie, que ce soit le premier tableau de proportionnalité, ou le schéma, ou le deuxième tableau de proportionnalité, on retrouvait que le prix de l'article au départ était de 109 € avant la réduction. Alors, l'exercice numéro 2, on y demandait donc de comparer la vitesse qui peut être atteinte par deux animaux, le chat qui peut atteindre une vitesse de 38 km/h, et le rhinocéros qui peut courir le 100 mètres en 9 secondes. Et on demandait donc, entre ces deux animaux, quel est celui finalement qui peut se montrer le plus rapide. Alors, pour comparer les vitesses de ces deux animaux, ce qu'il faut faire donc c'est soit tout exprimé en km/h, soit tout exprimé en mètres par seconde. Alors, ici, le chat court à la vitesse de 38 km/h, ça veut dire que le chat parcourt 38 km en 1 heure. Donc, pour savoir si le rhinocéros est plus ou moins rapide que le chat, on va calculer, par exemple, la distance qui est parcourue par le rhinocéros en 1 heure. Alors, 1 heure, c'est 3600 secondes. On sait que le rhinocéros parcourt 100 mètres en 9 secondes. On va donc calculer quelle distance il parcourt en 3600 secondes. On va donc chercher combien de fois il y a 9 secondes dans 3600 secondes. 3600 divisé par 9, ça fait 400. Ça veut dire que dans 3600 secondes, on a 400 tranches de 9 secondes. Ça veut dire qu'en maintenant donc la même allure, le rhinocéros pourrait courir 400 fois 100 mètres en 1 heure. On va donc calculer quelle distance ça représente en kilomètres. 400 fois 100 mètres, ça fait 40 000 mètres, c'est-à-dire 40 km. Ça veut donc dire qu'en 1 heure, le rhinocéros peut courir 40 km, c'est-à-dire donc que sa vitesse peut atteindre 40 km/h. Comme la vitesse du chat n'est que de 38 km/h, ça signifie que le rhinocéros peut se montrer plus rapide que le chat. Après, évidemment, il y avait d'autres méthodes qui pouvaient être utilisées. Donc certains ont choisi de calculer la distance qui était parcourue par le chat en 9 secondes, et puis de le comparer aux 100 mètres qui étaient parcourus par le rhinocéros. Ce qui était important, en fait, c'était de choisir la même référence pour pouvoir faire les comparaisons. Alors, dans l'exercice numéro 3, on s'intéressait à des empilements de boulets à plusieurs niveaux, 2, 3, 4, 5, voire plus de niveaux. Et on cherchait donc à calculer le nombre de boulets qui étaient utilisés en fonction du nombre de niveaux qu'il y avait dans l'empilement. Si on s'intéresse à un empilement à 2 niveaux, on a donc un boulet tout en haut, et puis 4 boulets en dessous qui le supportent. Ce qui fait donc 1 plus 4, donc 5 boulets. Si on s'intéresse maintenant à l'empilement à 3 niveaux, on retrouve donc l'empilement à 2 niveaux, et puis en dessous, on a donc un carré qui est formé avec les boulets, donc avec 3 boulets de côté. Donc on va avoir 3 fois 3, c'est-à-dire 9 boulets tout en bas, plus ceux qu'on retrouvait au niveau 2. Ça nous donne donc 9 plus 5, c'est-à-dire 14 boulets. Si on regarde l'empilement à 4 niveaux, on retrouve notre empilement à 3 niveaux, et puis tout en dessous, on a formé un carré donc qui compte 4 boulets de côté.
On va donc avoir les 14 boulets qu'on avait au niveau 3, plus 4 x 4, c'est-à-dire 16 boulets supplémentaires. Ça nous donne donc 4 x 4, 16, plus les 14 précédents, donc 30 boulets utilisés pour le niveau 4. Pour un empilement à 5 niveaux, on retrouve donc notre empilement à 4 niveaux, donc les 30 boulets, et puis tout en bas, on a un carré de côté 5, ce qui fait donc 5 x 5, donc 25 boulets supplémentaires, qui viennent s'ajouter aux 30 précédents, donc 55 boulets au niveau 5. Alors pour la deuxième question, on donnait une formule qui permettait de calculer directement le nombre de boulets qui étaient utilisés en fonction du nombre de niveaux qu'il y avait dans l'empilement. Si on appelle n le nombre de niveaux, on donnait donc comme formule que le nombre de boulets qui étaient utilisés, c'était n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et on demandait donc de vérifier cette formule pour des empilements à 4 et 5 niveaux. Autrement dit, on demandait de vérifier donc que cette formule redonnait les mêmes résultats, donc 30 et 55, pour des empilements à 4 et 5 niveaux. On va donc appliquer cette formule donc pour un empilement à 4 niveaux, c'est-à-dire pour n égale 4. Alors, si n égale 4, on va remplacer n par 4 dans la formule. On aura donc 4 fois 4 plus 1 fois 2 fois 4 plus 1, le tout divisé par 6. On calcule donc la valeur de cette expression. Ça va être 4 fois 5 fois 9 divisé par 6. On pourrait faire apparaître des simplifications, mais ce n'est pas le but de l'exercice ici. Donc on va calculer. 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 9, ça fait 180. C'est donc 180 divisé par 6. Et 180 divisé par 6, ça nous donne 30. On retrouve bien donc que si n égale 4, si on a 4 niveaux dans notre empilement, on a 30 boulets qui sont utilisés. Si on passe maintenant donc à un empilement à 5 niveaux, on va appliquer cette formule pour n égale 5. On va donc devoir calculer 5 fois 5 plus 1 fois 2 fois 5 plus 1 divisé par 6. On effectue ce calcul. Ça fait donc 5 fois 6 fois 11 divisé par 6. 5 fois 6 fois 11 divisé par 6, on multiplie par 6 et ensuite on redivise par 6. Donc ces deux opérations vont se compenser. Il nous reste donc 5 fois 11, ce qui fait 55. Et on retrouve donc que pour un empilement à 5 niveaux, on utilise 55 boulets. Troisième question, on demandait de calculer le nombre de boulets qui est utilisé pour un empilement à 10 niveaux. Alors attention, ici il n'y a pas de proportionnalité entre le nombre de niveaux et le nombre de boulets qui sont utilisés. Donc il ne fallait surtout pas se dire que, puisqu'on avait 55 boulets utilisés pour 5 niveaux, on allait multiplier par 2 et avoir 110 boulets utilisés pour 10 niveaux d'empilement. Donc, en fait, pour calculer le nombre de boulets qui sont utilisés, on va appliquer la formule pour n égale 10, c'est-à-dire pour 10 niveaux. On doit donc calculer 10 fois 10 plus 1 fois 2 fois 10 plus 1 divisé par 6. Ça nous donne donc 10 fois 11 fois 21 divisé par 6. Ça fait donc 2310 divisé par 6, ce qui donne 385. Ce qui signifie donc que pour un empilement à 10 niveaux, on a besoin d'utiliser 385 boulets. Quatrième question, on s'intéressait donc au volume d'un boulet qui était utilisé. Donc on disait que la formule pour calculer le volume d'un tel boulet, c'était 4 tiers fois pi fois le rayon fois le rayon fois le rayon. Et le rayon donc, du boulet, qui était donné dans l'énoncé, était de 12 cm. On applique donc cette formule en utilisant R égale 12. Ça nous donnera 4 tiers fois pi fois 12 fois 12 fois 12. On tape donc ce calcul sur la calculatrice et surtout, on garde bien pi, on n'utilise pas 3,14. Donc sur la calculatrice, on tape 4 tiers fois pi fois 12 fois 12 fois 12. Et on trouve que le volume du boulet est d'environ 7238 cm3. Dernière question, on donnait comme information que la masse volumique de la fonte, donc qui est utilisée pour faire ces boulets, elle est de 7,3 g par cm3. Et on précisait donc que ça signifie que 1 cm3 de fonte, chaque cm3 de fonte utilisé pèse 7,3 g. Et à partir de cette information, donc, on demandait de calculer la masse de l'empilement à 5 niveaux. Donc sachant qu'on a calculé précédemment que dans l'empilement à 5 niveaux, on a 55 boulets. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord calculer la masse d'un boulet.
Et puis ensuite, donc, comme il y a 55 boulets qui sont utilisés dans l'empilement à 5 niveaux, on calculera la masse de cet empilement. On aurait aussi pu calculer le volume des 55 boulets, donc le volume de fonte utilisé pour l'empilement à 5 niveaux, et puis, connaissant le volume ensuite des 55 boulets, calculer la masse des 55 boulets. L'ordre dans lequel on fait les calculs n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est d'être capable de donner du sens au calcul qu'on va faire. Donc, le volume d'un boulet, c'est 7238 cm3, et on a vu que chaque centimètre cube de fonte utilisé pesait 7,3 grammes. Pour avoir la masse d'un boulet, on va donc multiplier son volume, 7238 cm3, par la masse donc, de chaque centimètre cube de fonte, donc 7,3 grammes. Et quand on fait ce calcul, on obtient 52 837,4 grammes. Alors une telle précision n'a pas vraiment de sens, hein. Mesurer la masse d'un boulet au dixième de gramme près, ça n'a pas d'importance, mais je ne fais pas d'arrondi tout de suite parce que je vais réutiliser ce résultat pour calculer la masse de l'empilement. Et je n'arrondirai donc mon résultat qu'à la fin de mes calculs. 52 837,4 grammes, si on convertit en kilogrammes, ça fait 52,8374 kg. Dans l'empilement, on a 55 boulets, on connaît la masse de chaque boulet, on peut donc calculer la masse de l'empilement, ce sera la masse d'un boulet, multiplié par 55. Quand on fait ce calcul, donc, on trouve 2906,057 kg. Enfin, on demandait d'exprimer cette masse en tonnes et d'arrondir le résultat au dixième. On va donc déjà convertir cette masse en tonnes. Une tonne, c'est 1000 kg. Donc 2906,057 kg, ce sera 2,906 tonnes. Et puisqu'on demandait donc d'arrondir la masse au dixième de tonne près, on arrondit ce résultat au dixième près, ce qui fait environ 2,9 tonnes. Et on pouvait donc conclure que l'empilement à 5 niveaux, donc de 55 boulets, avait une masse de l'ordre de 2,9 tonnes.